Donc moi je suis professeur de sciences politiques, je vais peut-être avoir un discours qui contraste un petit peu avec le discours psychologique. Et j'ai comme particularité de m'être intéressé récemment au djihadisme, mais je travaille depuis une vingtaine d'années sur les phénomènes d'engagement radicaux, d'engagement violent dans d'autres univers. Je pense que c'est important de le dire, parce que mon optique, c'est quand même d'essayer de désessentialiser un petit peu la question de l'engagement djihadiste et de montrer qu'il y a des parallèles tout à fait possibles avec d'autres engagements violents. Je pense à l'engagement Etara, par exemple, au Pays Basque, les engagements d'extrême gauche ou autres. Je vous propose deux temps. Un premier temps, je reviens un peu sur la notion de radicalisation, et un deuxième temps, je vais vous expliquer ce qui me semble être la réalité de ces processus de radicalisation à partir d'entretiens que j'ai faits en prison avec des djihadistes, mais également en prison ou hors prison, avec d'autres militants politiques violents. Sur la notion de radicalisation, ce qu'il faut d'abord souligner, c'est le succès absolument sidérant de ce terme. Pour vous donner un exemple, dans les deux très grandes revues de la science politique sur la question de terrorisme, avant 2001, le terme était utilisé dans 8 articles. Entre 2001 et 2012, il va être utilisé dans 105 articles. Donc tout d'un coup, la radicalisation, ça devient quelque chose de très important après 2001. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent ce succès. Il y a des raisons politiques, ce qui est tout d'abord que les politiques, comme les académiques, comme les chercheurs, ne voulaient plus parler des racines du terrorisme, roots of terrorism. Donc ils avaient une hésitation à mettre l'accent sur les racines pour essayer de comprendre, et le terme de radicalisation va être un terme qui va permettre une lecture sociologique de l'engagement violent, mais qui ne soit pas compassionnel pour ses auteurs. Parce que parler de racines, c'est très souvent prendre le risque de l'excuse. C'est à cause de la ségrégation, c'est à cause du racisme, c'est à cause de la marginalité économique, etc. Donc le terme de radicalisation va être très utile parce qu'il ne renvoie pas à des racines, mais il renvoie évidemment à un processus. C'est d'autant plus utile que, en effet, les causes du terrorisme, ça n'existe pas. Et singulièrement en ce qui concerne le terrorisme djihadiste qui nous intéresse ici. Il n'y a pas de cause. On a des gens qui viennent d'environnements très différents, qui sont jeunes, qui sont moins jeunes, qui sont hommes, qui sont femmes, qui sont convertis, qui sont musulmans, qui sont urbains, qui sont ruraux, qui sont non éduqués, mais il y en a quand même qui sont éduqués, etc. Donc il y a des variations comme ça, et on n'a pas un profil type. Ça serait évidemment très simple, très utile, mais ça n'existe pas. On n'a pas un profil type, donc plutôt que de s'intéresser aux causes, on va s'intéresser au processus. Selon le bon mot d'un collègue anglo-saxon, root better than roots, hein, les routes qui conduisent à la violence plutôt que les racines de cette violence. Autre raison du succès, c'est une raison conjoncturelle. Marc en a fait écho, et en particulier les attentats de Londres. Les attentats de Londres, c'est une véritable rupture parce que c'est le début de ce que les anglo-saxons appellent du homegrown terrorism, du terrorisme domestique. Tout d'un coup, les gens qui nous frappent sont de chez nous. En 2001, le 11 septembre 2001, c'était des gens qui venaient de l'extérieur et qui ont attaqué le sol américain. Là, ce sont des gens de chez nous qui nous frappent, et évidemment, la menace n'est plus externe, elle est interne. Et ça conduit à une véritable panique morale dans nos sociétés, qui a été très bien résumée par le livre d'un collègue qui a appelé son livre « Sidération », une véritable sidération face aux attentats, et une incompréhension. Concrètement, la peur devient immense, hein. Ils sont parmi nous, ils peuvent nous frapper quand ils veulent, et il y a une véritable panique morale et politique qui va se saisir de nos sociétés. Alors, il y a beaucoup de critiques qui peuvent être faites malgré tout à ce terme. Je n'ai pas le temps de développer, mais une en particulier. De quoi on parle quand on parle de radicalisation? C'est quoi la radicalisation? C'est quoi ce mot valise? Radicalisation, c'est quoi? C'est terrorisme, c'est extrémisme, c'est fondamentalisme, mais après tout, on a tout à fait le droit d'être radical en société. La question, c'est de savoir de quel type de radicalisation on parle. Est-ce qu'on parle d'une radicalisation comportementale ou est-ce qu'on parle d'une radicalisation cognitive? Radicalisation cognitive, c'est une radicalisation idéologique, si vous voulez. Un mormon américain, c'est un radical d'un point de vue cognitif. Un salafiste piétiste de Trappes, il est radical. Un juif orthodoxe, il est radical. Et évidemment, ce sont des gens à qui il ne viendrait probablement jamais l'idée d'utiliser la violence. Donc ce ne sont pas des gens qui sont radicaux d'un point de vue comportemental. Toute la question qui déchire la communauté scientifique, et ailleurs d'ailleurs, c'est de savoir si l'une prédispose à l'autre.
ou plus exactement si l'une est indispensable à l'autre. Est-ce que la radicalisation idéologique est un premier palier indispensable vers la radicalisation violente? Ce qui n'est pas du tout le cas dans la sociologie américaine. Aux États-Unis, on peut considérer que des gens sont très radicaux, c'est tout à fait légal. Vous pouvez être aux États-Unis un SS convaincu ou un hitlérien convaincu et faire le Sieg Heil sur le bord des routes. Tant que vous ne serez pas violent, le 4e amendement, le freedom of speech, vous autorise à toutes les radicalités possibles. Donc on peut être radical d'un point de vue idéologique sans l'être pour autant violemment, et l'un ne conduit pas à l'autre. En Europe, et singulièrement peut-être en France, on a l'idée que l'un est le prétexte indispensable à l'autre. Il ne peut pas y avoir de radicalité violente sans radicalité idéologique d'abord. Il y a beaucoup de gens qui sont très radicaux sans être violents. En effet, les salafistes piétistes ou même les salafistes politiques, type frères musulmans, ne sont pas automatiquement des gens violents. Et d'ailleurs, les salafistes djihadistes ont une saine horreur des salafistes piétistes ou des salafistes musulmans. Un salafiste djihadiste se fout comme d'une guigne de la taille de sa barbe, du voile de sa femme, etc. Ce qui l'intéresse, c'est la révolution, c'est de faire la révolution. Donc, pour ça, il va utiliser la violence. Et il n'aura que mépris pour un salafiste piétiste qui aura comme seule obsession de bien masquer sa femme, de porter une barbe comme il faut, etc. Et il n'aura que mépris pour un salafiste issu des frères musulmans qui osera jouer la voie de la démocratie, ce qui est terriblement haram, puisque la seule source de légitimité, c'est Dieu, ça ne peut pas être le peuple. Donc, vous voyez, on peut... Voilà. Alors, cette idée de qu'est-ce qui définit l'autre, ça va déchirer le monde académique. En gros, en 4 grandes thèses, évidemment l'affrontement qui a été très médiatisé entre Olivier Roy et Gilles Kepel, la thèse, on va dire, kepelienne, qui est une thèse qui a une vision un petit peu verticale, qui irait du Coran jusqu'à la violence, en disant il y a en effet une prédisposition intellectuelle, d'abord salafiste, qui conduit à la violence. À l'inverse, Olivier Roy dit pas du tout, c'est très différent, ces gens-là n'en ont pas grand-chose à faire du Coran, eux ce qu'ils veulent c'est le passage à l'acte, c'est la violence, c'est faire la révolution. Et puis vous avez d'autres thèses, une thèse plus psychanalytique, qui est celle par exemple d'un Fethi Ben Slama, pour qui les individus vont verser dans la violence pour être des surmusulmans. Hein, c'est le titre de son livre, le surmusulman, pour être encore plus musulmans que les musulmans et donc s'affirmer auprès de Dieu et pour ça être très violent. Moi j'ai rencontré beaucoup de surmusulmans, j'ai rencontré aussi beaucoup de surcorses ou de surbasques. C'est-à-dire des gens qui disaient 3 mots de corse et 4 mots de basque, mais qui pour autant se disaient membres de l'ETA, membres du Front, etc. et mettaient ça en avant. La violence, c'est un extraordinaire accélérateur identitaire. Il n'a pas tort, fait-il, lorsqu'il dit cela. Et puis vous avez une 4e thèse, qui est la thèse de Burga, le sociologue, l'islamologue d'Aix, qui dit c'est un combat post-colonialiste. Hein, c'est un combat des exclus de la colonisation, c'est un combat tiers-mondiste qui s'opère au nom du drapeau vert de l'islam, mais il a pu, à d'autres moments, s'opérer au nom d'autres types de drapeaux. Voilà. On pourra peut-être revenir sur ces 4 au moment des questions. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, à partir de là, moi j'ai donc rencontré un certain nombre d'acteurs en prison sur des entretiens biographiques extrêmement longs en général. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'en effet, moi je parlerai jamais de basculement. On ne bascule pas dans le terrorisme, c'est une fable. Marc l'a dit, il n'y a pas de loup solitaire. Ça c'est une blague. Les loups solitaires, ça n'existe pas. Les gens sont construits dans le terrorisme, se construisent progressivement. Ça peut être rapide, ça peut parfois très rapide, mais ça vient jamais de nulle part. Vous allumez pas votre télé, vous voyez tout d'un coup un égorgement de soldats américains et vous vous dites ah ben chouette, tiens, je vais faire du terrorisme. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Le terrorisme, quel qu'il soit d'ailleurs, quel qu'il soit, est un apprentissage qui peut être en effet plus ou moins long. Donc il y a 4 types de facteurs. Il y a des facteurs sociologiques, des facteurs d'engagement processuel, des facteurs cognitifs et des facteurs psychologiques, qui me semblent importants. Dans les facteurs sociologiques, on va dire un peu les facteurs lourds. J'ai dit, il n'y a pas de facteurs lourds prédictifs. Mais malgré tout, il y a un certain nombre d'éléments qui ont déjà été évoqués. D'abord, la disponibilité biographique. On retrouve ça un peu dans tous les mouvements de lutte armée. C'est des gens jeunes. Hein, c'est des gens jeunes et qui, en général, n'ont pas énormément d'attaches. Même si c'est
moins vrai dans le cas de djihadistes que dans d'autres cas de lutte armée, où c'était systématiquement des gens non mariés, extrêmement jeunes, etc. Deuxième élément, la déstructuration familiale. On a affaire souvent à des gens qui ont des profils, des itinéraires familiaux extrêmement chaotiques, avec des violences subies, avec des divorces, avec des situations de précarité imposées, etc., qui peut être très dur et un rapport très défaillant au père en général. Troisième élément très important, la socialisation amicale. Ça me paraît peut-être un des éléments forts. On se socialise amicalement au djihadisme, on se socialise, mais au djihadisme ou à n'importe quel type d'autre engagement. Mark Sajman, l'analyste américain qui avait étudié le premier, plus de 2000 dossiers d'Al-Qaïda, avait montré que l'élément premier qui explique l'engagement djihadiste, c'est les copains. Hein. C'est parce qu'on a des copains qui connaissent, qui sont allés, qu'on y va et qu'on se joint. Donc il y a une socialisation amicale à la violence qui est très forte. Quatrième élément, mais là je serai peut-être moins d'accord avec Marc, on en a déjà parlé, c'est le rapport à la délinquance. Hein, il a vu le verre plein, moi je le vois plutôt à moitié vide. Le rapport à la délinquance, c'est-à-dire ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le discours policier, c'est tous d'anciens délinquants. Ce qui est aussi une façon d'essentialiser un islam des banlieues, hein, qui produirait d'une certaine façon des djihadistes. Moi, en tout cas, dans ceux que j'ai rencontrés, il y avait un seul délinquant et 13 qui ne l'étaient absolument pas. Alors, c'est vrai que c'était une autre génération. J'ai rencontré des gens qui étaient des caïdistes, beaucoup plus que des gens de Daesh. Mais j'ai fait aussi un autre petit travail auquel j'arrive à peu près au même chiffre que Marc. Oui, il y a un petit surplus de délinquants, mais c'est des gens qui sont quand même issus de quartiers populaires où bon, il y a une activité délinquante qui est peut-être plus importante que dans le quartier. Hein. Voilà. Deuxième type de facteur, les facteurs d'engagement processuel. Ça me paraît fondamental. Les gens que j'ai rencontrés sont des gens d'abord qui avaient tous voyagé à l'étranger, qui étaient tous allés sur des zones à l'étranger, en Égypte, dans lequel ils intègrent des madrasas, etc. Puis ensuite ont voyagé au Yémen, au Pakistan, évidemment en Syrie, etc. Et ça, c'est très important. On part souvent à l'étranger pour apprendre l'arabe. On ne part pas pour faire le djihad. On part pour apprendre l'arabe, pour être plus proche de la langue de Dieu et pour pouvoir mieux pénétrer le Coran. Et on rencontre des gens, là aussi on socialise. Il y en avait un qui me racontait qu'il était allé au Caire, c'était un peu l'auberge espagnole clapiche version islamiste, avec des Ouzbeks, des Kazakhs, etc., des Tchétchènes. Et ben voilà, il faisait des sports de combat, il s'amusait, il regardait des vidéos absolument abominables sur ce qui se passait en Syrie, et voilà. Ils s'excitaient entre eux. Le rituel, le rapport au rituel, l'apprentissage solitaire de la cause est quelque chose de très important. Le sport, les sports violents, j'ai rencontré des gens, tous les gens que j'ai rencontrés pratiquaient par exemple la boxe thaï ou des sports violents. Je termine, deux derniers facteurs, les facteurs cognitifs qui sont importants. Et là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a pu être dit. Ce ne sont pas des gens qui ont une ignorance crasse du Coran, ce n'est pas vrai. Ce sont des gens qui bricolent, au même titre, vous savez, qu'un type des Brigades Rouges ou un type d'Action Directe n'avait pas lu Marx dans le texte et tous les écrits de Gramsci. Hein. Il bricolait lui aussi. Hein. Et bien là, c'est la même chose. Ce sont des types qui bricolent, mais qui ont quand même des connaissances. Qui ont des connaissances sur le Coran, qui se piquent de connaissances sur un certain islam. Et donc ce discours coranique, ce référentiel textuel, il est évidemment important. Référentiel également politique, ce sont des gens qui connaissent la géopolitique. Là aussi, ce n'est pas des géopoliticiens hors pair, mais ils bricolent, ils savent ce qui se passe en Syrie, ils connaissent la menace chiite, ils ont une trouille bleue de la menace chiite. Le chiite est l'ennemi absolu des djihadistes, beaucoup plus que le croisé. C'est vraiment l'islam chiite qui est à rejeter. Et enfin, dernier point, les facteurs psychologiques qui sont importants, la quête d'estime de soi, le besoin de reconnaissance, le rapport au complotisme qui est souvent très fort, la pression du groupe et ce qu'on a appelé aussi les chocs moraux, l'expérimentation des chocs moraux négatifs. Le fait, par exemple, de voir sur Internet, et je pense que ça a joué un rôle très important, des images, des films absolument horribles sur le massacre de nos frères sunnites en Syrie, et se dire qu'on ne peut pas ne pas agir. Mais c'est exactement la même remarque qu'avait fait Gudrun Ensslin, la fondatrice de la fraction Armée Rouge, lorsqu'elle assiste à la répression extrêmement violente de la police allemande et qui dit on ne peut pas ne pas agir face à un État nazi. Ils se font exactement la même remarque.
hein. Donc ces vidéos jouent un rôle très important et en même temps des chocs moraux positifs. Un certain nombre d'entre eux vont à l'étranger, fréquentent les communautés et les sociétés locales, les trouvent extrêmement accueillantes, font le contraste avec la France et se disent « Mon Dieu, mais au Yémen, c'était superbe, c'était magnifique, etc. » Donc, vous voyez, toutes ces dimensions-là jouent très fortement pour expliquer l'engagement. Je suis désolé.